l'ordinateur. Voilà. Comme ça, on va s'y mettre et comme d'habitude, ceux qui nous rejoignent après, on les acceptera au fur et à mesure et ceux qui regardent en replay, eh ben, ils regarderont en replay, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, si vous avez pu prendre des vacances, ou en tout cas que vous avez passé un bel été, que vous avez survécu à la chaleur et aux canicules. Ce midi, plutôt que ce matin, coucou, ça va? Ouais, ça marche, bon appétit. Pour toutes celles qui sont en train de manger, bon appétit. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, que vous avez survécu aux chaleurs et tout ça. Ce midi, analyse de la pratique professionnelle, comme vous le savez. Donc, l'idée, on va faire une masterclass un petit peu différente, parce qu'habituellement, on est plus descendant, on va dire, où je vous expose différents points, etc. Là, ça va être un petit peu plus collaboratif. Voilà, Cynthia. Un peu plus collaboratif. L'idée, c'est qu'on puisse travailler à analyser des cas, décortiquer des cas que vous avez, des cas que je peux emmener de ma pratique si pour X ou Y raison il y a besoin d'amener un petit peu de matière. Et l'idée professionnelle de l'accompagnement, ça va être de gagner sur plein de choses, de gagner sur la capacité analytique, de gagner sur la capacité de décentrage, à se décentrer de la problématique du bénéficiaire, ou des bénéficiaires si vous accompagnez des systèmes. Ça va être aussi de gagner peut-être sur la vision un peu plus globale, un peu plus systémique, essayer de voir quels sont les enjeux, quelles sont les éventuelles caisses de résonance entre le discours du bénéficiaire, votre vécu à vous, etc., etc. Bon. Alors, il y en a quelques-unes que je connais bien, il y en a quelques-unes que je connais moins bien. Est-ce que vous pouvez me dire, alors soit dans le chat, soit micro, puisque pour l'instant on est dans un groupe restreint, votre métier, coach, thérapeute, sophrologue, naturopathe, machin, voilà, que je sache un petit peu. Et votre objectif, on va dire aujourd'hui, avec quoi vous voudriez repartir, qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut gagner, qu'est-ce qu'on veut explorer. Comme ça, je sais un petit peu, pour celles qui sont en live en tout cas. Et les cibles que vous accompagnez. Ça va quand même m'aider à... Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, faites. Je vois qu'il y en a qui écrivent sur les claviers, donc je lirai dans le chat. Moi, je veux bien, mais en fait, moi, c'est très, très particulier parce que je suis pas du tout en fait, moi, je suis pas coach, je suis pas tout ça. Mhm. Heu, simplement, je viens de m'installer en tant que tarologue. Mhm. Et en fait, moi, je suis très intéressée pour, pouvoir accompagner au mieux, en fait, les personnes parce que souvent, malheureusement, ce sont des gens qui ont souvent aussi des problèmes et je voudrais pas faire n'importe quoi, tout simplement. Je veux pas leur dire n'importe quoi et je voudrais pouvoir un peu, bah, justement, par exemple, là, quand il y a, une pratique, évidemment, ça sera jamais la même pratique que les coachs ou ce genre de choses, mais au moins, j'aimerais pouvoir prendre du recul, le recul nécessaire, me rendre compte un petit peu, ce à quoi j'ai affaire, si une personne est vraiment dans une situation qui est un peu border, justement pour pouvoir lui dire: «Bah non, en fait, moi je suis pas pour toi, il faut mieux que tu ailles voir un spécialiste». Enfin du coup, j'avais envie de comprendre, le fonctionnement plus des gens. C'est pour ça que je suis aussi beaucoup les choses plus sur la psychologie, ce genre de choses, parce que ça m'intéresse de voir leur fonctionnement, de voir où ça pêche et de voir comment moi me comporter et aussi moi comprendre comment moi je peux me comporter vis-à-vis de ça. Parce que, bah, évidemment, on a tous aussi nos casseroles, hein. Donc justement, prendre du recul, arriver à me différencier et puis, les mettre dans un climat safe, et ben, quand on dit bienveillant, c'est un peu le mot maintenant pour tout, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, que je ne leur apporte pas plus de mal que de bien. En fait, c'est mon objectif de base. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, les gens soient plutôt bien quand ils sortent d'une séance et pas le contraire. Et donc, du coup, je voudrais pas, les emmener sur un chemin, qui est pas bon. Donc j'ai envie un peu de baliser, en fait, mon travail et je pensais que, voilà, l'approche, d'un psy, enfin, toute cette approche aussi bah, ça pouvait être intéressant pour moi, essayer de faire un travail un peu clean et qui ne mettent pas les gens dans une situation qui serait, difficile ensuite à gérer pour eux. Parce qu'en fait, avant tout, ce que je voudrais moi, c'est que les gens quand ils sortent, ils soient bien et pas du tout, donc j'aimerais pouvoir repérer un peu et mener justement quelque chose qui puisse les mettre dans un voilà, dans un bon état d'esprit et pas au contraire, les faire flipper ou je sais pas quoi moi. Voilà, donc c'est un peu particulier parce que je suis pas du tout dans le même, métier en fait que les Ça reste, personnes qui sont là, ça reste mais un métier de l'accompagnement et justement, c'est d'autant plus
Tout à ton honneur, je trouve, et pour tous les professionnels dans ta situation, de dire, bah, en fait, justement, ne venant pas à la base d'un métier qui m'a formé à la posture, d'être d'autant plus consciente qu'en fait, on peut absolument créer des problèmes. Et pour ça, Pour laisser passer, en tout cas. donc si je peux avoir une posture qui soit à peu près clean, en fait, ça m'arrangerait vraiment. C'est ce que je cherche. Léa, je te fais en 2 secondes, juste comme tu es arrivée. J'étais en train de faire le tour un petit peu, si tu veux me mettre dans le chat, de votre métier, les cibles que vous accompagnez, avec quoi vous voulez repartir aujourd'hui pour que je puisse adapter mon discours. Je fais un petit tour dans le chat. Cynthia, coach mindset, transition pour les pros du bien-être, apprendre à gérer des traumas que je peux détecter mais que je suis en incapacité de traiter parce que pas formée. Ok. Alors, c'est bon, je prends des notes. Question traumatique, ok. Question donc posture au sens large pour Carole, ok. Sarah, naturopathe, mon objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à recadrer la discussion quand une personne ou et parle très longtemps et un sujet. Alors que je pose une question simple, genre la fréquence des selles ou certaines personnes à main verte, ok. Ceux qui donnent des rendez-vous qui s'éternisent et qui me demandent beaucoup trop d'énergie, c'est des bénéfiques, oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une formulation magique? Ok, il y a la question du cadre, en fait, hein, derrière ça. Alors, je reviendrai faire un tour dans le chat le temps que il y en a qui finissent d'écrire. Lily, si tu as 2 minutes, je veux bien aussi, puisque, si je dis pas de bêtises, je ne connais pas en détail ta pratique, donc voilà. Bon, les Cynthia, Clara, Sarah, un peu plus simple, puisque je vous ai en coaching, donc je sais. Léa, tu dis, je suis coach en transition pro, j'accompagne principalement des femmes. La problématique, je dépasse tout le temps de mes séances. D'accord. Bon, Axel, tu n'as pas besoin de me présenter qui tu es, forcément, mais si tu as 2 secondes, pareil, pour me dire l'objectif, ce que tu voudrais récupérer. Voilà. Ok. Le temps que vous finissiez de me mettre dans le chat pour celles qui souhaitent le pourquoi du comment, vous êtes là. Moi, je vous mets dans le chat, puisque vous vous en doutez, hein, plein qui le savent. Ah bah Clara, hello à tout, facilitatrice, consultante business. J'accompagne les femmes entrepreneurs développer leur business en ligne. Posture du sauveur, les séances qui dépassent, évidemment. Évidemment. Donc, qu'est-ce que je racontais? Masterclass qui se passe dans le cadre de l'ouverture de la promo 6 de cette formation sur la posture. Donc, je vous mets le lien de la formation, le détail, le planning, le programme, les témoignages des anciens, etc. si vous voulez voir. Et le lien juste après pour réserver l'appel découverte, puisqu'on est obligé de passer par l'appel découverte avec moi. Pour que je puisse répondre à vos questions, voir si ça vous convient, booker votre place si vous le souhaitez. Il y en a 12, j'en ai 4 de prise et 4 en attente. Donc, faut pas trop procrastiner si on veut venir dans cette promo 6 qui attaque le 16 octobre. Ça, c'était le préambule. Ok. Donc, l'idée aujourd'hui, à la base, en tout cas, c'est d'avoir plutôt une analyse de pratique. On va voir comment ça se passe parce que vous semblez avoir quand même pas mal de questions un peu techniques. Donc, on va peut-être faire un mix des deux. Est-ce qu'il y en a qui ont... Alors, je... T'es coupé ton micro, Léa. Pas de souci. Est-ce qu'il y en a qui ont des cas que vous voulez décortiquer, analyser, etc. Oui, Cynthia, tu as. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des cas? Donc là, j'ai coupé ton micro, Karine, puisqu'on entendait les pompiers. Non, pas vraiment. Ok. Léa, tu en as aussi. Je t'ai vu lever la main. Je peux en avoir. Ok. Alors, peut-être, ce qu'on va faire d'un point de vue de l'organisation, peut-être je vais essayer de passer en revue dans les grandes thématiques que vous avez emmenées, un peu des bullet points, vous voyez, des pistes. Comme ça, après, on se décortique les cas, notamment de Léa et de Cynthia. Je peux en amener évidemment de ma pratique s'il y a lieu. Euh, voilà, comme ça, on va se faire un espèce de mix, de avoir quand même des bases, notamment sur les points que vous avez emmenés de réflexion et de diagnostic, entre gros guillemets, pour comprendre un petit peu ce qui joue là derrière, et qu'après, on ait des cas pour s'entraîner un petit peu à les décortiquer. Tac, tac, tac. Clara, tu dis parfait. Très bien. Alors, je me suis noté plusieurs choses, traumatique, posture, cadre. Ok. Pas de souci, Karine. Je vais recommencer par le début. Le début, c'est la question de la posture et du cadre, ça nous amènera à la question traumatique après. La question de la posture. L'idée, c'est que quand je suis professionnelle de l'accompagnement,
coach, thérapeute, consultant, formateur, formatrice, tarologue, naturopathe, sophrologue, ce que vous voulez, on s'en fout. Vous êtes un professionnel de la relation d'aide. Donc effectivement, comme le disait Carole, le premier truc sur lequel je veux insister, même si je mets un grand coup de pied dans une porte qui est grande ouverte, c'est la notion de la responsabilité. Bien entendu que nous avons une responsabilité sur la manière dont nous accompagnons, sur les mots que nous utilisons, qui, vous le savez nécessairement si vous avez été accompagné dans votre vie, ont un impact. Il y a forcément des mots et des phrases de vos praticiens et praticiennes qui vous ont plus impacté que d'autres, parce que ça vient faire résonance pour essayer quelque chose, etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on ne dit pas, à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas, la manière dont on se comporte, etc. En gros, en résumé, on ne se met pas à accompagner des gens comme ça dans un process parce qu'on a décidé qu'on avait envie de faire ça ou parce qu'on aime aider les gens. C'est pas votre métier d'aider les gens. C'est pas votre métier d'écouter les gens. Votre métier, c'est de les aider à faire processer leurs pensées. Et pour que cette pensée processe, il faut qu'on ait un cadre dans lequel on puisse la faire processer et qu'on mette tout le monde en sécurité, que vous soyez en sécurité, vous aussi d'ailleurs. Hein. La séance d'hier, ouais, alors Cynthia était en séance avec moi hier, donc apparemment il y a des mots qui ont marqué. Il faut voilà, qu'on ait un cadre. Cette question du cadre, on en reparlera un peu plus dans la masterclass du 3 octobre, qui sera vraiment consacrée à votre cadre d'intervention. Donc si ça vous intéresse de creuser ce sujet-là, venez le 3 octobre, c'est gratuit aussi. Hein. C'est la masterclass du mois. Donc j'en touche 2 mots aujourd'hui sans rentrer trop dans le détail pour pas empiéter celle d'octobre. Le cadre d'intervention, quand on est un professionnel de l'accompagnement, il relève de 2 choses, de ce qu'on appelle du cadre interne et du cadre externe d'accompagnement. Dans votre cadre externe, qui est le plus facile à comprendre, il va y avoir les critères, si je pourrais dire ça comme ça. Par exemple, le temps que durent vos séances. Je prends celui-ci puisque c'est revenu plusieurs fois dans le chat. Vous allez décider que votre séance dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie, 2 heures, que sais-je. Le problème étant que souvent, la question du temps des séances, c'est très intéressant parce qu'il vient se jouer énormément de choses autour de ça. Ça fait partie de votre cadre externe et souvent c'est décidé un petit peu au doigt mouillé. Comme dirait mon copain développeur, il fait toujours ça à chaque fois qu'il regarde mon site, il dit il se passe un truc. Bah, c'est un peu la même idée. C'est qu'en fait, on fait 1 heure parce que tout le monde fait 1 heure, on fait 1 heure et demie parce que tous les collègues coachs font 1 heure et demie, mais on ne s'est pas véritablement posé la question de mais pourquoi je choisis ce timing. C'est un très bon exemple parce qu'en fait, ça relève de votre cadre externe. Et si vous n'êtes pas capable d'en dire quelque chose de ce cadre externe, c'est pas sécurisant pour vous et c'est certainement pas sécurisant pour le bénéficiaire. Alors évidemment, j'ai envie de dire, coup de bol pour vous, je crois que personne ici n'accompagne des profils qui ont des niveaux d'anxiété au cadre très importants. Mais par exemple, dans la formation à la posture, si vous venez, vous avez Delphine Gado, qui est une collègue psychologue qui viendra vous former notamment aussi à cette question du contre-transfert et du cadre. Delphine qui a accompagné énormément de profils autistes. Alors là, je vous garantis que vous avez intérêt à être capable de mettre des mots sur votre cadre et de le tenir. Parce que là, sur des profils autistiques, si le cadre, il bouge toutes les séances et que le thérapeute n'est pas capable d'en dire quelque chose, ça va être la panique à bord, quoi. Hein. Donc généralement dans les profils, notamment des coachs, etc., vous n'avez pas trop ces profils-là. Peut-être les profils thérapeutiques parmi vous, vous pouvez peut-être plus les avoir. Et même sans aller chercher, entre guillemets, l'extrême de ces profils-là, bah, vous avez des personnes qui vont être très sensibles à ça. Donc il faut pouvoir en dire quelque chose, et pour pouvoir en dire quelque chose, faut-il encore avoir réfléchi 2 secondes à pourquoi 1 heure, et je vous provoque un petit peu, pourquoi 1 heure et pourquoi pas 50 minutes? Pourquoi 1 heure et pas 1 heure et quart, finalement? Ça fait partie de votre cadre externe. Votre cadre externe, par exemple, c'est Cynthia, par exemple. Tu fais tes consultes à l'endroit où tu es ou pas? Ok. Donc, par exemple, Cynthia, c'est son cadre, ça fait partie de son cadre externe de consultation. Son cadre externe, il m'envoie un message. Hein. Déjà, j'ai une grande teinture qui évoque plutôt voilà, l'énergétique, je vois les chakras, les couleurs, il y a quelque chose qui évoque les notions de spiritualité, du mystique, etc. C'est ni bien ni mal, juste c'est un choix. De la même manière, il faut être capable d'en dire quelque chose. Évidemment que le fond que vous choisissez quand vous êtes en visio ou l'allure de votre cabinet, salle de réception, etc., dit quelque chose aussi de vous. Et évidemment, il ne faut pas le choisir au hasard. Par exemple, vous avez des praticiens qui se refusent à avoir des photos de leur famille dans le cabinet. Okay. Il y en a qui peuvent faire le choix de l'avoir. Il y a des praticiens qui décident d'afficher leur diplôme, par exemple, au mur, pour envoyer plutôt un message d'autorité. Enfin voilà, il faut encore une fois l'avoir réfléchi pour pouvoir en dire quelque chose. Et de la même manière, si ce cadre bouge, notamment pour vous qui êtes, j'imagine, beaucoup en visio, parce que vous êtes en digital nomade, en vacances, enfin pas en vacances du coup, mais en déplacement ou quoi que ce soit, ça vaut le coup là aussi d'en dire quelque chose, quand le cadre a changé. Voilà, donc votre cadre externe, c'est tout ça, c'est le temps de vos séances, c'est ce que le bénéficiaire voit, c'est la manière dont vous venez, les habits avec lesquels vous venez, etc., etc.
Et puis vous avez votre, je prends la question après, hein. Et vous avez votre cadre interne. Et votre cadre interne, eh ben, ça relève de tout ce que de vous à vous, vous décidez de cadrer. Par exemple, les sujets que vous décidez de ne pas accompagner. Parce que vous savez que ça vient faire trop résonance avec votre vécu, par exemple. Ou parce que ça vous est absolument insupportable pour X ou Y raison. Ça peut être, par exemple, Clara, elle accompagne des entrepreneurs, donc par exemple, son cadre interne peut être de dire je n'accompagne pas les entrepreneurs et entrepreneuses du secteur de blablabla. Parce que c'est contre mon système de valeurs, par exemple. Ça relève de votre cadre interne. Le temps des séances peut relever aussi un petit peu du cadre interne, hein, selon les raisons pour lesquelles vous fixez ce timing-là. Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre cadre interne? Des populations que vous n'accompagnez pas. Ok. Par exemple, Carole, si elle reçoit en cabinet, je dis n'importe quoi, peut-être qu'elle peut dire, moi je décide de ne pas recevoir les hommes. Parce que pour X ou Y raison de mon vécu, ça ne me sécurise pas, ou quoi que ce soit. Ça peut être à l'inverse de dire, je ne reçois pas des femmes. Parce que moi-même, j'ai des enjeux sur ces questions-là, et donc je sens que je vais pas gérer mes projections. Bon, bref, là. Donc ça répond déjà en partie un petit peu, ça vous pose des pièces sur la notion du cadre, et qui dit posture dit cadre, et qui dit cadre dit posture. Plus vous aurez un cadre, sans qu'il soit rigide, mais il faut par contre qu'il soit ferme. Ça relève de la question de la fermeture du territoire psychique en fait, hein. Plus votre cadre il est établi, moins vous aurez des bénéficiaires qui vont venir le foutre en l'air. Par contre, ils vont venir le tester, ça c'est sûr et certain. C'est évident. Vous l'avez fait aussi avec vos praticiens, praticiennes, c'est sûr. Alors, notamment si vous accompagnez des structures borderline, alors là, ben, par définition, vous êtes sûr qu'elles vont venir vous exploser votre cadre, puisque c'est le fondement même de la structure psychique. Si vous accompagnez pas forcément ces profils-là, ou que c'est pas la majorité des profils que vous avez, c'est normal que le bénéficiaire vienne se taper au cadre. Parce qu'en fait, c'est en venant explorer votre cadre qu'il va dire « Ah, ça c'est une limite et ça ne l'est pas ». Donc forcément, vous imaginez un carré ou un cercle autour de vous. Au centre, il y a vous et votre bénéficiaire. Et ce bénéficiaire, il a besoin de venir explorer ce qui se passe et de venir taper à des limites pour dire, OK, ça, c'est le cadre de l'accompagnement et au-delà, ça ne l'est plus. Pour que le bénéficiaire puisse faire ça en sécurité, il faut que vous acceptiez qu'il vienne se taper aux limites, et donc il faut que vous soyez en sécurité avec l'idée qu'il vienne se taper aux limites. Et pour que vous soyez en sécurité qu'il vienne se taper aux limites, il faut que ces limites soient définies, établies, solides, pas rigides, mais il y aura des points de rigidité. Par exemple, je reprends l'exemple, admettons Clara a dit, moi je n'accompagne pas le secteur de l'industrie, parce que vraiment, je sais que je vais sortir de ma position de neutralité, parce qu'au niveau de mes valeurs, c'est insupportable, admettons. Donc ça, par exemple, ça peut être un point de rigidité pour Clara. Mais cette rigidité-là, pardon, elle est protectrice pour elle et pour les bénéficiaires, parce qu'elle sait que si elle n'est pas rigide là-dessus, ça va mal se passer. Et puis, il y a peut-être des limites sur lesquelles on peut avoir un petit peu de flexibilité. Peut-être que le temps des séances, admettons, vous dites ma séance est 1 heure, mais pour X et Y raisons qui vous appartiennent, vous accordez une flexibilité à 1 heure et quart, par exemple. Malgré tout, ça reste solide. C'est-à-dire que être capable de dire c'est 1 heure et j'accorde une flexibilité d'1/4 d'heure, ça reste une solidité qui vous octroie 1/4 d'heure de marge de manœuvre, mais qui dit, au-delà de ça, qui dit on fera pas plus d'1 heure et quart en revanche. Il y avait une question dans le chat que j'ai loupée. Pourquoi le yoga derrière toi? Oui, alors j'imagine que c'était sur la question du fond de vos visios, de votre cabinet, etc. Alors, moi j'ai deux aspects. Pour donc visio et cab. Pour la partie visio, il y a plusieurs choses. Il y a des choses très pratico-pratiques, donc je vais vous passer lecture, c'est pas très intéressant. La question de la lumière, les reflets que ça fait, vraiment bref, hein, ça c'est pas très intéressant. Moi j'ai fait le choix d'un fond blanc neutre qui est habillé de quelque chose. J'aime pas trop l'idée d'avoir un truc tout blanc, tout neutre. Ça peut avoir un intérêt. Ça dépend de la cible que vous accompagnez. Si j'accompagnais une cible qui fait énormément de projections, j'aurais sûrement choisi un fond blanc neutre. Parce que ça permettra au moins de ne pas faciliter du vécu projectif. Là, forcément, yoga, ça y fait. Yoga, ça me permet que comme mes accompagnements, déjà, ça permet de rappeler ou d'appeler, si on ne me connaissait pas, aussi cet aspect holistique, l'aspect du corps, l'aspect spirituel aussi, pourquoi pas. C'est une image qui est assez neutre en termes de yoga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évocation non plus au mystique ou quoi que ce soit. Ça, dans mon cadre interne, ça relève de ma vie perso, rien à faire pour moi, dans mon espace professionnel. Voilà, ça permet d'habiller.
Ça permet de dire deux, trois choses sur moi sans dire véritablement quelque chose de très personnel non plus. Donc, il n'y a pas de photo de moi, il n'y a pas de photo de la cellule familiale, il n'y a pas mes diplômes non plus au mur. Je n'ai jamais ressenti le besoin de les mettre ni en visio ni côté cabinet. Sur la partie cabinet, puisque j'ai de quoi recevoir en présentiel si besoin, grosso modo, c'est une salle avec un canapé. Moi, j'ai mon fauteuil qui est en face, légèrement décalé pour pas être non plus face à face, qui est légèrement décalé. C'est décoré parce qu'ils aiment bien la déco, avec des tapis, des plantes, machin, mais il n'y a pas vraiment d'éléments personnels. De la même manière, il n'y a pas mes diplômes, il n'y a pas de photos, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a un élément un peu plus marquant, c'est qu'il y a un gros bouquin, un vieux bouquin des années 1920-1930 de médecine, donc qui évoque des choses aux bénéficiaires. Et c'est intéressant, ceci dit, si vous savez le gérer, si ça vous inquiète pas, moi je trouve intéressant qu'il puisse y avoir des objets comme ça. Parce qu'en fait, ça va interpeller votre bénéficiaire. Et vous verrez, ça vous arrivera souvent d'avoir des bénéficiaires qui vont vous demander pourquoi c'est là. Tiens, ce bouquin de médecine, pourquoi il est là? C'est quoi ce bouquin? Tu l'as trouvé où? Etc. C'est intéressant et surtout intéressant parce que ça vous permet d'avoir, comment je pourrais vous dire, une autre source d'information. Tiens, comment ça se fait que mon bénéficiaire ne m'a jamais posé la question sur le bouquin de médecine et puis là, d'un coup, c'est en 5 paf, ça lui évoque une question. Peut-être qu'il se sent un peu plus en sécurité maintenant pour venir questionner ce qu'il y a dans mon espace à moi. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du projectif qui se joue. Peut-être qu'il y a une volonté d'éviter un sujet. Tiens, c'est marrant, à chaque fois qu'on a parlé, je sais pas moi, n'importe quoi, de sa relation au père, ça a débloqué sur autre chose, vous voyez. Voilà. Et puis après, il y a une table avec du matériel de jeu de cartes, de besoins, d'émotions, de feutres, tableaux, chiffons. Voilà. Et des mouchoirs, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que j'ai répondu à la question? Super intéressant. Ok. Donc ça peut être intéressant hein, qu'il y ait des objets du vécu qui puissent être des supports au vécu projectif, à condition qu'on soit capable d'en faire quelque chose et de ne pas se laisser, comment je pourrais dire, ne pas être dupe en fait, de pourquoi d'un coup il y a une question là-dessus. Mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant en fait, un bénéficiaire qui vient interroger votre vécu à vous, qui vient poser une question sur votre vie, sur votre couple, sur vos enfants, sur votre santé, sur vos antécédents, sur etc. C'est toujours, ça dit toujours quelque chose de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est pas sa place de le faire. Donc c'est que d'une manière ou d'une autre, soit vous l'avez permis, soit il y a une tentative d'intrusion, volontaire ou involontaire, bien entendu, souvent involontaire, souvent inconsciente, hein, bien entendu. Soit il y a tentative d'échapper à quelque chose, soit il y a une résonance. Bon, voilà. C'est toujours intéressant de mettre un petit peu de vocabulaire là-dessus. Ça va pour cette notion du cadre? Ok. Cette notion du cadre, comme je le disais, elle est intimement liée à la question des limites et elle est donc intimement liée à l'état de votre territoire psychique et de votre rapport à vos limites, à vos frontières, etc. etc. Donc, si je reprends l'exemple des séances qui durent, puisque Léa et Sarah l'ont amené toutes les deux. Mon cadre, parmi mon cadre externe, il y a l'idée de dire, par exemple, ma séance dure 1 heure. Mais si ce cercle autour de moi qui dit ma séance dure 1 heure est plein de trous parce que mon territoire psychique à moi n'est pas fermé, eh bien, il y a fort à parier que vous allez avoir de l'intrusion et beaucoup de malléabilité. Je vais arriver à cet endroit-là. Alors, le plus souvent, il est vrai, très souvent, que les séances qui s'éternisent, on se retrouve souvent avec des thématiques de position de prédilection de sauveur derrière. Pour une raison très simple, si j'ai une position de prédilection de sauveur et que donc je suis construite autour d'un rôle qui implique de donner beaucoup et de racheter une sensation d'endettement, c'est-à-dire que je suis mauvaise, je suis coupable, je dois quelque chose, je suis en faute de quelque chose, donc je vais essayer de donner plus pour racheter ma faute. Une bonne manière de le faire quand on est accompagnant, c'est de donner plus de temps. Donc effectivement, derrière ces séances qui s'éternisent, on peut avoir des thématiques du sauveur, mais pas que. Pas que, hein, pas aller faire de la psycho de comptoir à 2 balles et dire qui dit séance qui s'éternise dit forcément sauveur. Ça peut être d'autres choses, on peut avoir de l'angoisse de séparation, par exemple, qui fait que plus on va approcher de la fin de la séance, plus l'anxiété va monter, donc on a un petit peu de mal à se séparer. Il faut être un petit peu attentive en fait à est-ce que ça vous le fait tout le temps? Est-ce que ça vous le fait dans certains cadres, dans certaines consultations, avec certains bénéficiaires, etc. Je vous prends un exemple que j'ai eu dans la promo 5, la formation sur la posture, où on a une élève qui nous parlait de ça. Et en fait, en analysant un petit peu, c'était toujours la dernière séance de l'accompagnement, la dernière séance de son forfait. Donc là, on n'est plus sur la question de l'angoisse de séparation. Là, on est plus sur la question,
séparation, abandon. Ok. On avait une autre élève dans cette promo, elle se rendait compte que c'était systématiquement quand il y avait un autre bénéficiaire derrière qu'elle se mettait en retard. Je me disais, c'est quand même complètement con. Je me mets pas en retard quand j'ai personne après, et quand j'ai quelqu'un après, je me débrouille de faire durer la séance et être en retard. C'est intéressant. Dans quelle mesure, toi, tu peux te sentir coupable de ça? Dans quelle mesure c'est le bénéficiaire qui a l'angoisse de se sentir remplacé par quelqu'un et qui du coup te fait vivre par un mécanisme de transfert cette anxiété-là? Donc il peut y avoir plein de choses dans des séances qui durent. Le cadre est peut-être pas assez clair, peut-être qu'il y a du syndrome du sauveur, peut-être qu'il y a des stratégies d'endettement, peut-être qu'il y a de l'angoisse séparation, peut-être qu'il y a de l'angoisse d'abandon, peut-être qu'il y a de l'angoisse d'être remplacé par quelqu'un, peut-être qu'il y a des constructions du monde qui se valident, il peut y avoir plein de choses. Sarah, tu dis c'est plutôt rare, ça me le fait environ une fois par mois, je dirais. Généralement, c'est des premiers rendez-vous, certaines personnes qui le font systématiquement, qui parlent beaucoup trop. Alors, les premiers rendez-vous, c'est intéressant. Là, à voir, Sarah, de ton côté à toi, est-ce que là, ça peut évoquer effectivement peut-être un rôle de sauveur qui veut beaucoup donner dès le premier rendez-vous pour montrer qu'il est à la hauteur, pour montrer qu'il maîtrise le sujet, pour montrer qu'il sait quelque chose, pourquoi pas, ça peut être une hypothèse. Les personnes qui le font systématiquement, une fois sur deux, Léa, ok. Les personnes qui le font systématiquement, qui parlent beaucoup trop, revient à la question des constructions du monde. Est-ce que peut-être le bénéficiaire a une construction du monde qui dit tout simplement je parle trop? Et qu'il y a quelque chose qui vient se valider dans les doubles contraintes, tu vois. Léa, tu dis ça me le fait une fois sur deux. Ok. Est-ce que tu arrives à repérer? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un bénéficiaire après? Est-ce qu'il pourrait y avoir un point commun ou peut-être qu'on est dans la thématique du sauveur? C'est possible aussi. Je te laisse. Sauveur. Ok. Bon, d'ailleurs, je profite de vous le dire, la semaine prochaine, il y a les épisodes GDA qui reviennent. C'est mon hors-série dans le podcast, spécifiquement pour les accompagnants. Donc pendant une semaine, je vous fais un épisode par jour. Et le premier épisode de cette fournée, ça sera le sauveur accompagnant. Justement, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cette position du sauveur. La notion qu'il en est pour leur argent. Oui, c'est la notion de l'endettement, en fait, hein. C'est vraiment, eux, ils ont dépensé de l'argent, donc moi, je viens contrebalancer la dette et du coup, je donne de mon temps. Et donc, quelque part, je donne de mon argent. Sarah, je pense qu'il est temps d'alléger mes premiers rendez-vous. J'y pense de plus en plus et le questionnaire est trop long. Hum, Peut-être, effectivement. Je peux diviser en deux. Cynthia, ça me le fait souvent en flexibilité de base à 1h15, mais ça va souvent à 1h30. Tu veux dire, donc tu fais 1 heure, tu t'accordes 1h15 et ça finit souvent à 1h30. Ouais, ok. Donc, même chose, hein, peut-être que là, les limites et le territoire n'est pas assez bien établi, et donc finalement, j'ai de la flexibilité sur ma première flexibilité, donc beaucoup de flexibilité. Peut-être qu'il peut y avoir de l'angoisse de séparation, peut-être qu'il peut y avoir des constructions du monde qui se jouent dans le fait de je n'en donne pas assez, et donc du coup, ben, je vais donner, donner, donner. Voilà. Besoin de trop donner, c'est le syndrome du sauveur. En tout cas, qui dit trop donner dit pas nécessairement sauveur, même si c'est quand même assez lié. Mais par contre, qui dit sauveur dit, par définition, le sauveur est une position que vous avez apprise dans l'occurrence de ne faire que faire. C'est pas possible pour un sauveur d'être. Ça sert à rien de dire un sauveur d'être lui-même. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Donc les sauveurs, par définition, vont être tout le temps dans cette notion de faire tout le temps, de donner beaucoup, parce que c'est une position qui est intrinsèquement basée sur la question de l'endettement. Je vais vous refaire un schéma au tableau dans une seconde, vous allez mieux comprendre. Il en est pour son argent, oui, oui, bien sûr, c'est la question de l'endettement, hein, clairement. Voilà, pour la position du sauveur, hein, il est intrinsèquement une position d'endettement. Les trois sont des positions d'endettement, mais d'une manière différente. On va refaire un petit point de thérapie familiale. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà eu, hein, ce schéma, mais l'apprentissage se fait par la répétition et pas par la découverte. Alors, répétons. Idéalement, je suis désolée, il va y avoir un petit reflet. Idéalement, ce qu'on veut, c'est un parent qui donne beaucoup à l'enfant et un enfant qui donne un peu aux parents. On a une réciprocité, on a un échange, on a un équilibre qui est en faveur de l'enfant, bien entendu. Bon, comme vous vous en doutez, c'est pas souvent le cas. Et donc souvent, on va se retrouver avec
un parent qui donne un peu à l'enfant. Quand je dis donne, je parle de psycho-affectif, hein, je parle pas nécessairement de matériel, même si ça peut aussi. Et un enfant qui va donner beaucoup aux parents en termes psycho-affectifs, qui va lui donner de la reconnaissance, qui va lui donner de la protection, qui va lui donner de la sécurité, qui va lui donner de l'écoute, du soutien, gna 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 gna. Ce n'est pas son rôle d'enfant. Donc, qu'est pas ça? Qu'est pas ça plutôt, puisque nous sommes au passé. Ici, il y a un moins, il y a un endettement. Le gamin, il dit, là, il y a un truc qui aurait dû me revenir et qui ne m'est pas revenu. Donc, ça crée un moins dans la comptabilité. Je le répète pour la millième fois, hein, tous les systèmes tiennent le journal des comptes du système. De manière inconsciente, hein, bien entendu, mais... Et chaque membre du système n'a pas la même comptabilité. On n'a pas la même perception des endettements. Notre petit piou-piou, là, il ressent donc un endettement puisque lui, il avait des besoins enfants qui ont été lésés. Puisque occupé à s'occuper de ceux du parent. Oui. Donc il a des besoins qui ont été lésés. Pour peu, voyez-vous, que le parent se soit mis en martyr, ça va vous parler, hein, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même faire ça pour moi, tu t'étais engagé à le faire, on doit être solidaire, on est une famille, je suis ta mère, je suis ton père. Sauf que l'enfant est tenu par des loyautés familiales importantes. Plus le parent est en martyr, plus le gamin est loyal. Et donc, on va se retrouver avec un gamin devenu adulte qui va devenir très exigeant. Mais cette exigence-là, évidemment, elle est implicite. C'est qu'en fait, c'est l'exigence de la réponse aux besoins. Parce qu'en fait, les besoins qui ont été lésés, ils sont toujours là. Donc il va bien falloir que je me débrouille pour trouver une réponse à tout ça. Et donc là, j'ai 3 stratégies possibles, selon Cartman en tout cas. Il nous dit, soit j'ai la stratégie du bourreau qui consisterait à se mettre dans du fil barbelé, en gros. J'ai la stratégie de la victime. Alors, je vais vous le dessiner parce que la victime, c'est très parlant, c'est la position qui est très logique d'un point de vue de la comptabilité, hein. La position victimaire, c'est la position qui consiste à aller chercher beaucoup de plus à l'extérieur. Et donc à contrebalancer ce qui s'est passé là. Logique. La position du sauveur, vous allez me dire, c'est complètement con comme stratégie. Puisque la position du sauveur consiste à aller distribuer des plus dehors. Et donc on aggrave les moins. Alors là, vous allez me dire, c'est quand même un peu con comme stratégie. À court terme, ça paraît con, à long terme, c'est très efficace. Pour 2 choses. La première, c'est que si, en tant qu'enfant, vous avez appris cette stratégie du sauveur, c'est pas pour rien. C'est pas parce que vous étiez nul en maths et en comptabilité, c'est pas pour ça. C'est parce que la position du sauveur tient sur 2 constructions du monde de base qui est je suis mauvaise, je suis coupable. En fait, ce gamin, il s'est dit là, il y a un moins parce que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que moi, je suis mauvaise, parce que moi, je suis coupable de ce qui se passe là. C'est une position qui est intrinsèquement liée à de la culpabilisation. Elles le sont toutes, hein, mais puisque j'insiste sur celle-ci. Donc du coup, c'est pour ça que je continue à distribuer des plus d'or, puisque je grandis avec cette idée que je dois rembourser une dette de je ne sais pas vraiment quoi, mais en tout cas, je suis coupable de cet état d'endettement. Et le deuxième truc, il faut être un petit peu honnête 2 minutes avec cette position du sauveur, c'est que sur le long terme, c'est très utile. Parce que ces moins-là que j'accumule un jour me permettront soit d'être une victime, soit d'être un persécuteur. En gros, un jour, vous finirez par tomber sur quelqu'un, soit avec la position victimaire qui dit on s'occupe jamais de moi je fais tout pour les autres et on fait rien pour moi, position victimaire, soit vous tournerez à la position du persécuteur, selon ce qu'est votre position secondaire de prédilection, et le persécuteur lui dirait, passez-moi l'expression, vous me faites tous chier. J'ai tout fait pour vous, vous me rendez rien, allez tout vous faire voir, quoi, en gros. Et c'est ça qu'on appelle l'exigence des besoins qui ont été lésés enfants. C'est qu'en fait, quand je fais le choix de me mettre dans la position du sauveur, c'est un pseudo-choix, hein, parce que vous l'avez appris par cœur. En fait, vous exigez de l'autre qu'il réponde à ce besoin qui a été lésé. Quand on est sauveur, c'est principalement besoin de reconnaissance qui a été lésé là-bas derrière. Donc en fait, quand je me mets en sauveur, c'est que j'exige implicitement de toi que tu me reconnaisses. Et donc je t'assigne quasiment de facto à la position victimaire, hein, qui va venir me dire à quel point je suis formidable. Mais quand la personne se met dans une position victimaire, elle exige implicitement de moi que je réponde à son besoin, à elle qui a été lésée enfant. Son besoin qui a été lésé enfant, par exemple, ça peut être que enfant, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Et en fait, on n'a pas répondu à mon besoin d'avoir la paix.
Donc maintenant que je suis adulte, ce que je veux, c'est les fuir, mes responsabilités. Donc j'appelle des sauveurs pour qu'on s'en occupe à ma place. Ça va? Pour refaire un petit point sur cette position du sauveur. C'est trop bien que tu fasses les répétitions parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup mieux compris que la première fois, donc c'est top. Bah, comme j'en ai plusieurs parmi vous qui font coaching, formation posture, formation relationnelle, etc. Et donc, à force de répéter, tu comprends mieux. Ça marche, Cynthia, pas de souci. Posture, cadre, ok, je fais une pause pour me réhydrater. C'est passionnant les mécanismes quand même. C'est incroyable. Moi, j'adore comprendre comment tout ça fonctionne. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et c'est, comme tu le disais d'ailleurs, Carole, au début, éminemment important, alors que vous les expliquiez par ce prisme-là qui relève plutôt de la systémique, parce que c'est le mien, mais peu importe, mais c'est important, j'insiste toujours là-dessus, je suis pas très fun, mais il faut des bases théoriques quand on accompagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos bases théoriques, elles contribuent à votre cadre. Et donc, elles contribuent à sécuriser le praticien, le bénéficiaire, etc., etc. Et comment voulez-vous avoir un tant soit peu d'analyse qui tienne la route si le cas théorique n'est pas bon? Comment je fais pour réorienter vers les bons professionnels si le cas théorique n'est pas bon? Comment je fais la différence entre des psychologues de la TCC, de la systémique, de la psychanalyse freudienne, lacanienne, jungienne, machin, quand j'y connais rien à ce domaine-là et que c'est souvent vers les psys que vous êtes amené à réorienter, d'autant plus quand il y a des questions traumatiques, je vais y arriver après, la question du trauma. Et la question en psycho, vous savez, dans la théorie de l'attachement, pour celles qui ont fait, il n'y en a pas ici, je crois, alors, celles et ceux qui sont en replay, qui ont fait la formation avec moi sur le relationnel, c'est une redite. Dans la théorie de l'attachement, vous avez la notion de la base sécure, qui longtemps a été attribuée uniquement à la mère, mais la base sécure, c'est la base d'attachement. Cette base sécure, je rappelle pour celles qui ont fait la formation, qui m'ont déjà entendu là-dessus, et je le dis pour les autres, on évalue toujours la qualité de l'attachement dans le détachement. C'est à la manière dont l'enfant est capable de se détacher de sa figure d'attachement et d'aller explorer qu'on voit s'il est sécure dans son attachement. Il est sécure dans son attachement à partir du moment où il est capable de partir de la base sécure, d'aller explorer parce qu'il sait qu'il peut rapatrier et que cette base sécure apportera une bonne réponse. Quand on est un professionnel de l'accompagnement, je trouve que la théorie, elle contribue à cette base sécure. Parce que plus vous avez un cadre théorique qui est solide, plus vous pouvez aller explorer sans crainte ce qui se passe dans la vie de votre bénéficiaire parce que vous savez que vous pouvez rapatrier à de la théorie qui tient la route et à des stratégies de réorientation si vous découvrez que quelque chose qui ne relève pas de votre pratique ou de votre niveau de compétence actuelle. Ça va? Ok. J'en arrive à toucher 2 mots sur la question du trauma, comme ça après on se fait des analyses de cas, ça sera plus concret. Alors Cynthia, je ne sais pas si tu es revenue, en quel cas, si tu as une question plus précise, puisque c'est toi qui as parlé de la question traumatique, donc si tu as une question plus précise, je la prends. En attendant, je fais un truc un peu global. Alors, dans la formation sur la posture avec moi, c'est Chloé Chaperon qui est une psychologue formée TCC, ACT, ICV. Si tout ça vous paraît du charabia, c'est qu'il faut venir en formation. Qui vient vous former à la question traumatique. Donc comprendre ce qu'est le trauma, savoir le déceler dans un entretien, le réorienter s'il y a besoin, si vous n'êtes pas formé, et qu'est-ce qui peut relever votre pratique éventuellement dans le suivi des personnes qui ont vécu des traumas. Alors, le trauma, en 2 mots, on va essayer de faire synthétique. La question traumatique, c'est la question de l'irruption de l'idée de la mort dans l'univers psychique. Aujourd'hui, c'est divisé en différentes catégories. La première catégorie, qu'on appelle tout simplement trauma de type 1, c'est une irruption de la mort, un accident de voiture, ce que vous voulez, qui va faire monter un état de stress post-traumatique pendant 1 mois. C'est la quantité, on va dire, qui a été décidée de dire tant que les symptômes de l'état de stress post-traumatique perdurent 1 mois ou moins d'1 mois, on considère qu'on n'est pas dans un trauma complexe. On a une réaction traumatique appropriée à ce qu'il s'est passé et qui s'estompe, et la sphère psychique retrouve sa résilience. Okay. Comme une balle un petit peu moelleuse, vous voyez, qui s'est adaptée au coup et qui, en l'espace, grosso modo 1 mois, est capable de revenir aux conditions d'avant, et vous allez pouvoir reprendre votre voiture sans que ça crée des crises d'angoisse, des cauchemars, etc., etc. Cas numéro 2, vous vous en doutez, le trauma de type 2, appelé aussi trauma complexe, et ben, c'est que, par définition, ça va pas se passer comme ça.
Donc en fait, là, la sphère psychique va pas retrouver son état initial, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc on va avoir des résonances dans le vécu de ce trauma. Des cauchemars qui s'éternisent, de l'anxiété, troubles du comportement alimentaire, rapport au corps, évidemment dans le pire des cas on peut avoir tentative de suicide, enfin bref voilà, vous voyez, vous allez avoir des résonances comme ça qui vont se faire dans le vécu de ce trauma. C'est pour ça qu'on le dit complexe. Parce que là du coup il vient vraiment s'entremêler à différents aspects de la vie. Sur la question du territoire dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la métaphore, le trauma vient vous éclater votre territoire en fait, hein. Ça vient pas l'anéantir complètement. Ce qui anéantit complètement un territoire psychique, c'est l'emprise. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller expliquer à des gens sous emprise qu'il faut qu'ils se défendent, puisque par définition, ils n'ont plus aucune notion de défense du territoire. L'emprise enlève le territoire. Il t'englobe dans son territoire à lui. Il appartient. C'est ça qu'on appelle l'emprise, hein. Le trauma ne peut anéantir un territoire, bien sûr, mais ne l'anéantit pas nécessairement. Par contre, c'est un peu comme s'il vient faire une énorme brèche ou une grande baie vitrée, quoi. Vous voyez. Et donc, qui dit territoire ouvert, dit territoire intrusable, nécessairement. Et donc dit qu'il va y avoir des stratégies par-dessus de persécuteurs, de victimes, de sauveurs, pour faire quelque chose de cette ouverture béante dans le territoire. De plus en plus, vous verrez tout ça en détail avec Chloé pour celles qui viennent se former, mais de plus en plus on définit un trauma de type 3, bon, qui est un trauma complexe, mais il y a pas mal de chercheurs qui tendent à différencier le trauma complexe d'un trauma complexe lié aux figures d'attachement. Parce qu'on voit quand même des résonances un petit peu différentes. C'est-à-dire si le trauma complexe s'est passé, a priori, dans l'enfance, et notamment lié aux figures d'attachement, les parents, les frères, les sœurs et le système familial. Typiquement, les cas d'inceste vont a priori plus concerner des traumas de type 3, a priori. Parce que là, c'est, j'ai envie de dire, très complexe. Parce que en plus, ça vient jouer la question de l'attachement, en plus, ça vient jouer les loyautés familiales, donc là, il y a beaucoup de choses. Cynthia, je pense que tu n'étais pas là quand je t'ai posé la question. Je te demandais si tu avais une question plus précise, puisque c'est toi qui as évoqué la question traumatique. C'est une question plus précise, j'étais en train de planter un petit peu le décor. Le temps que tu la notes. En tout cas, ce qui est évident, c'est que la question traumatique est une question évidemment éminemment importante, éminemment grave, avec laquelle il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Donc, il faut absolument être capable de savoir ce qu'est un trauma, de savoir le déceler dans un entretien. C'est pour ça que je tiens absolument à ce que dans la formation sur la posture, Chloé vous forme là-dessus. Il faut savoir le déceler à tout prix. Parce que vous n'allez pas vous adresser à une personne qui a vécu un trauma comme une personne qui n'en a pas vécu. Et que c'est le moment où je fais 2 points de politique, mais avoir des discours qui viennent légitimer des violences systémiques derrière excusez-moi, des propos à la con, du développement personnel du type « quand on veut, on peut », tu peux tout faire dans ta vie, tu peux tout réussir, il n'y a qu'à faucon. Aller expliquer ça à des personnes qui ont vécu des incestes, des viols, qui ont vécu les attentats du Bataclan, ou que sais-je, de traumatique, ça m'énerve profondément. Voilà, de manière très habile et sûrement involontaire, hein, je le conçois bien, de venir quand même invisibiliser des violences systémiques et de dépolitiser aussi ces situations-là. Petite parenthèse fermée là-dessus. Mais en tout cas, à l'échelle de l'accompagnement, évidemment, c'est important parce que il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il ne faut pas dire tout n'importe comment, parce que on ne sait pas dans quelle mesure ça peut résonner avec le vécu. Enfin bon, voilà, faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Et la moindre des choses, si on ne sait pas ce qu'on fait parce que c'est pas notre métier, c'est de savoir au moins le réorienter. Donc le déceler et renvoyer vers des professionnels qui, eux, sont formés à faire de la prise en charge traumatique, psychologues, psychothérapeutes, etc. Et même chez les psychologues, vous avez des spécialistes des questions traumato qui sont évidemment encore mieux placés, mais ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Par exemple, Chloé faisant de l'ICV, de l'intégration au cycle de vie, souvent des professionnels qui sont bien placés pour les questions traumatiques, parce que justement formés à venir réintégrer au cycle de vie ce trauma, puisque le trauma, c'est un peu comme si vous retourniez dans votre vie et que vous pouviez regarder les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années de votre vie. Et ben vous regardez cette route qui a été la vôtre jusqu'ici, vous voyez des panneaux de signalisation, des tournants, des carrefours, etc. de votre vie. Le trauma, c'est tout un morceau de route qui n'existe pas, sur laquelle vous n'avez, surtout si il y a eu de l'amnésie traumatique, c'est tout un tronçon de route sur laquelle on n'a pas de signification, dans les deux sens du terme. On n'a pas de direction et on n'a pas de sens. Donc forcément, il ne faut pas dire n'importe quoi et qu'il ne s'agit pas d'aller dire à des personnes qui ont vécu des traumas, notamment quand c'est du trauma complexe, par exemple, d'aller leur dire « sois toi-même ». Comment veux-tu ?
Comment veux-tu? Il me manque tellement d'informations. Comment veux-tu? N'allez pas expliquer à quelqu'un qui a vécu un trauma, notamment de la question sexuelle, puisque le trauma sexuel combine la particularité d'être à la fois un trauma physique et à la fois un trauma psychologique. N'allez pas expliquer à des personnes qui ont vécu des traumas sexuels qu'il faut être à l'aise avec son corps. Je veux dire, en tout cas, tant que le trauma n'est pas soigné, pris en charge et guéri, je veux dire, hein, mais au tout début, ça n'a aucun sens. Mon corps a été dépossédé, il a été fait objet. On m'a extraite de mon territoire psychique. Donc mon corps devient très souvent, c'est pour ça qu'on a beaucoup de troubles du comportement alimentaire, par exemple, hein, dans ce genre de cas, parce que mon corps peut facilement être un objet projectif sur lequel je peux projeter des émotions, je peux projeter de la colère, puisque de toute façon, il ne m'appartient pas. Vous voyez? Donc, c'est pas systématique dans tous les traumas, mais c'est des choses qui peuvent se passer, et donc il faut faire attention à ce qu'on dit, et donc il vaut mieux avoir des professionnels qui savent hein, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et prendre en charge. Alors, eh ben, on a un premier cas. Très bien. Cynthia nous dit, travaille en coaching avec une cliente, affirmation de soi. Ok. Elle a subi des violences physiques et donc psychiques en étant enfant et adolescente par son père. Elle a eu un suivi psy pendant des années en étant adulte. Ok. Après un travail sur le système des croyances, elle a été confrontée à un envahissement de son territoire par un homme qui voulait la mettre à l'eau de force. Voilà ces mots de ouvrir les guillemets pour celles qui ne sont pas dans le chat, donc de la bénéficiaire. Hein. J'ai été confrontée au fait de dire non et j'ai tenu bon. Ils ont insisté. À la fin, j'étais pas bien. J'avais un nœud à l'estomac et ma fille l'a ressenti. Je suis très contente d'avoir dit non. Ce que je dis est valable. Okay, j'ai écouté activement. Je lui ai suggéré de reprendre rendez-vous, bien sûr, avec sa psy pour ce sujet qui est évidemment absolument pas anodin. Mais elle m'a dit non, c'est bon, j'ai déjà fait ce travail. Est-ce que j'ai des recommandations à te donner? Alors, cette question-là concerne le fait de la réorientation et du bénéficiaire qui refuse une réorientation. La réorientation d'un bénéficiaire, elle peut se faire à différents moments de l'accompagnement. Des fois, elle va se faire dès votre appel découverte, session préliminaire, etc. Si dès le début, vous dites « je ne suis pas la bonne personne », okay. Et puis évidemment, elle peut se présenter pendant l'accompagnement, soit parce qu'à l'appel découverte, vous n'aviez pas vu quelque chose, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous êtes passé à côté, parce que là, soit parce que pendant l'accompagnement surgit un événement dont on n'avait pas parlé ou un événement nouveau qui s'est passé en interséance et qui du coup peut changer la donne. Parce que réveiller. Donc la réorientation peut se faire à différents moments. Et deuxième point, la réorientation. Option 2, ouais d'accord. Okay. Et la réorientation, elle peut être partielle ou elle peut être totale. Donc effectivement, on peut dire on arrête notre accompagnement ensemble et on réoriente totalement vers un autre praticien. Possible. La réorientation peut aussi être partielle, comme ce que proposait la Cynthia à sa bénéficiaire. C'est-à-dire, on n'arrête pas, nous, notre accompagnement, mais je pense que c'est intéressant qu'il y ait une reprise du travail avec la psychologue à côté. Bon, évidemment, quand vous allez réorienter, vous allez vous retrouver, plus ou moins souvent, face à des bénéficiaires qui refusent la réorientation. Là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est tout simplement d'interroger pourquoi ils refusent. Est-ce que peut-être j'ai emmené le sujet de manière un petit peu brutale ou que c'est un petit peu tombé comme un cheveu sur la soupe? Est-ce que mon bénéficiaire a senti mon inquiétude? Ça peut arriver aussi, hein. Un praticien qui se met à stresser et qui dit « Ouh là là, mais moi, je suis pas qualifié pour ça, il faut que ce soit un psychologue qui le fasse. » Vous êtes en insécurité, il est en insécurité. Donc peut-être qu'il ne se sent pas serein là-dedans. Peut-être qu'il y a de l'angoisse d'abandon. Forcément, si vous avez un bénéficiaire qui a des angoisses de séparation ou d'abandon, que vous lui parlez de réorientation, ça va être compliqué. Peut-être que tout simplement votre bénéficiaire ne comprend pas pourquoi vous lui proposez ça. Okay. Donc, quoi qu'il en soit, ça va être intéressant en fait de venir interroger pourquoi est-ce que mon bénéficiaire refuse cette réorientation, alors que moi, dans ma tête, il me paraît évident que c'est pour lui, que c'est pour son mieux-être et que c'est pour le bon suivi du travail. Partons du principe que votre bénéficiaire veut aller mieux, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, s'il refuse ce mieux-être, probablement c'est pas par masochisme, hein. C'est parce qu'il n'a pas compris, c'est parce que ça l'inquiète. Il peut aussi y avoir, notamment dans les questions traumatiques qui ont souvent sollicité plusieurs accompagnements, il peut y avoir aussi une fatigabilité du bénéficiaire, qui peut être par avance fatigué de devoir recommencer un suivi, réexpliquer pour la 25e fois son vécu, blablabla. Il peut y avoir ça. Et là, on peut proposer plein de choses, hein. On peut sécuriser. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est d'avoir un carnet d'adresses le plus plein possible. C'est pas la peine d'avoir 58 contacts, hein, de psy dans votre carnet d'adresse, mais d'avoir des bons collègues vers lesquels renvoyer, en qui vous avez confiance. Déjà parce que vous aurez confiance, donc vous déjà vous n'êtes pas dans le doute de vers qui je renvoie, comment ça va se passer, etc. Premier point. Deuxième point, mieux vous connaissez les gens de votre carnet d'adresse, plus vous pouvez tenter d'avoir la réorientation qui se passera le mieux et donc éviter que le bénéficiaire revienne en disant ça n'a encore pas marché, je me suis pas entendu avec, etc. D'où l'importance dans le carnet d'adresse d'avoir aussi des praticiens de différents
champ théorique. Parce qu'évidemment que je vais pas renvoyer Tartampion en psychanalyse comme je renverrai peut-être pas Jacqueline en TCC. Parce qu'ils ont des personnalités différentes, parce qu'ils aiment des choses différentes, etc. Bien expliqué, et puis après vous pouvez penser plein de choses. Vous pouvez proposer que la transition se fasse doucement, vous pouvez proposer qu'il y ait un suivi, vous pouvez proposer, si vous le souhaitez, que vous puissiez briefer votre confrère ou votre consoeur pour que le bénéficiaire ait peut-être pas tout à faire d'un coup, pour le rassurer. Voilà, on peut penser plein de choses pour que ce passage de relais se fasse bien, et notamment si la réorientation est partielle et que vous continuez également le suivi avec votre bénéficiaire sur les points X et Y, et que la personne vers qui vous réorientez est un confrère ou une consoeur. Là, généralement, ça les sécurise beaucoup parce que vous pouvez continuer d'échanger avec votre confrère, votre consoeur. Vous avez un suivi pluridisciplinaire sur le bénéficiaire, c'est d'autant plus intéressant pour lui. Vous pouvez aussi vous coordonner, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être qu'elle pense ne plus en avoir besoin. Alors, effectivement, là, dans ce cadre-là, elle dit j'ai déjà fait ce travail. Alors, là, il va se passer deux choses, hein. C'est-à-dire, soit, entre guillemets, elle ne change pas d'avis. C'est son bon droit légal et psychique. Vous n'allez pas la faire hospitaliser de force, sauf si évidemment ça tournait catastrophe. Deuxième possibilité, ça va être si vous êtes vraiment persuadé que non, il y a besoin d'aller un peu plus loin, il va falloir expliquer. Là, il faut faire preuve un peu de pédagogie, un peu de patience aussi. Peut-être qu'elle n'est pas prête à l'entendre aujourd'hui. L'interséance va faire aussi son effet. Peut-être que ça va être nécessaire de montrer, en fait, tu vois, tel et tel point, ça relève du travail du psychologue. Et donc là, ça serait quand même vraiment intéressant que tu puisses aller le voir. Quand tu seras prête. Peut-être c'est pas maintenant. Après, le problème, c'est que c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à gérer le stress de la situation. Et là, c'est votre problème à vous et vous n'allez pas venir encombrer la vie psychique de votre bénéficiaire avec ça. Peut-être que tout simplement, l'idée de retourner voir la psy, c'est pas pour de suite. Peut-être que pour elle, retourner voir n'importe quoi, de venir retourner voir la psy, vous n'avez pas compris, mais vous allez traduire. C'est synonyme de retour en arrière, c'est synonyme de je pensais en avoir fini avec cette question traumatique et en fait ça l'est pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut accepter. Donc peut-être que ça va pas se faire en 10 minutes, quoi. Oui, voilà, la graine est plantée, comme tu dis. La graine est plantée et vous, au moins, vous avez la vigilance de dire il y a quand même eu une intrusion très importante de son territoire, là, avec cette. J'imagine que ça devait être fait sur le ton de la blague autour d'une piscine l'été, mais voilà. Mais c'est une intrusion très importante du territoire. Donc, ça veut dire que le territoire n'est pas fermé. Donc, on a encore du travail à faire de ce côté-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être des petites reviviscences, il y a des choses qui ont fait un petit peu caisse de résonance. Donc, déjà, côté praticienne, je peux aussi être attentive que faut peut-être qu'on mette le focus là-dessus, parce que s'il y a eu un peu de résonance cet été, ce serait pas impossible qu'on en ait dans les semaines qui viennent. Ça va? Léa, tu avais un cas tout à l'heure que tu souhaitais nous proposer. Ton micro est coupé. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un cas à présenter et du coup, j'ai une autre question sur le cadre que je propose, que du coup, moi, je vends des packs de séances. Et je trouve que c'est une grosse question sur la notion de cadre, l'engagement que les clients prennent avec moi sur la durée. C'est quelque chose que je questionne depuis un moment, donc voilà, je voudrais peut-être parler de ça aussi. Le cas le plus parlant là que j'ai récemment, c'est un accompagnement que j'ai commencé cette semaine. Donc, je fais la première séance, l'anamnèse, etc. On commence à parler et vient la fin de la séance, toujours mon sujet. Et je sens que là, elle se met à débiter, que la fin de la séance arrive. Et là, elle m'envoie tout, quoi. Elle m'envoie tout. J'ai perdu ma mère, c'est pour ça que... voilà, elle me dit tous les traumas d'un coup. Elle avait effleuré ce sujet pendant l'anamnèse, mais pas à ce point-là. Sur ce sujet-là, par exemple, c'est très complexe pour moi de recadrer quand il y a un truc aussi fort qui vient dans la discussion à 3 minutes d'arrêter la séance, quoi. Donc voilà. Alors, merci, c'est très intéressant. C'est un cas qu'on voit très souvent. Là, vous êtes un peu dans les cas typiques des angoisses de séparation et d'abandon, hein. C'est-à-dire qu'on fait la séance et en fait, le bénéficiaire comprend que c'est la fin de la séance parce qu'il a l'horloge sous le nez, parce que vous avez des marqueurs verbaux. Vous avez peut-être commencé à dire depuis 5-10 minutes, bon, on va
on va commencer à s'arrêter. Pour la prochaine fois, je te propose de travailler là-dessus, etc. Donc voilà. Et même si vous n'avez rien dit, votre non-verbal est en train de changer. Hein. Vous surveillez l'heure, vous avez le bénéficiaire d'après, vous commencez peut-être un petit peu à vous redresser, à attraper les stylos, machin. Donc le bénéficiaire capte ou sait explicitement que c'est la fin de la séance. Et l'anxiété va monter. Et la bonne stratégie, quand je dis stratégie, on est d'accord, je ne parle pas de manipulation. Ça peut être manipulatoire, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Donc quand je dis stratégie, c'est inconscient, bien sûr. Hein. Pour vous garder, eh ben, c'est de déballer un émotionnel qui est tellement fort que vous allez y rester un petit peu. Angoisse de séparation, angoisse d'abandon, angoisse de se retrouver seul avec ce que la séance a sollicité comme émotion. Ça peut être ça aussi. Et que du coup, le bénéficiaire anticipe d'en fait, je ne veux pas me retrouver seul à gérer cet émotionnel, donc je profite des 3 dernières minutes pour passer quelque chose. Bon. Donc ça, déjà, ça permet de comprendre ce qui se passe. Et donc peut-être, alors en première séance, c'est peut-être pas le lieu d'en parler, mais peut-être que ça vaut le coup après, sur la question d'alliance, de venir le débriefer, ça. De dire, comment se passait l'interséance, blablabla. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la fin de notre précédente séance. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour qu'il y ait eu besoin d'apporter autant d'émotionnel à ce moment-là, etc. Ça vaut le coup d'en dire quelque chose, plutôt que de laisser des non-dits. Moins vous y mettrez du verbal, moins vous y mettrez du conscient, et plus vous ferez monter l'anxiété. Donc ça vaut le coup de s'en dire quelque chose, et je pense qu'un cas comme ça vaut le coup de venir interroger sur le bénéficiaire ce qui s'est passé et comment elle se représente. Enfin, je dis elle, je pense que c'est elle d'ailleurs. Oui, c'est une femme, ouais. Et comment elle se représente ces espèces de digues, de mécanismes de défense qui ont lâché et t'as toute l'eau qui débarque. L'autre truc que j'avais à dire, justement, c'est là que votre cadre vous est utile. Mais il y a un peu d'expérience qui fait aussi certains, et de travail sur le syndrome du sauveur, qui là, par définition, le sauveur est bouillonne de il faut que je fasse quelque chose. Je suis une personne épouvantable de la laisser dans cette situation. Je suis mauvaise, je suis coupable, je ne peux pas la laisser comme ça. Donc évidemment, il y a un peu d'expérience, et la question du cadre et la question du sauveur. En fait, l'idée, c'est que souvent, en tant qu'accompagnant ou accompagnante, il y a un peu les deux extrêmes. Il y a un extrême qui, à mon avis, ne fait pas partie de... Enfin, que vous n'êtes pas, sinon vous ne seriez pas en train de prendre 1h30 pour faire une masterclass de ce goût-là. Qui est un extrême qui... insouciance, papillonnage, je suis devenue coach parce que j'ai lu un bouquin de Tony Robbins et je fais tout au doigt mouillé. Et puis vous avez un autre extrême que je vois beaucoup, notamment chez les coachs, un peu plus que chez les thérapeutes d'ailleurs, que je vois beaucoup chez les coachs où il y a souvent un syndrome d'illégitimité, et chez les coachs qui sont conscients et qui sont peut-être trop, je sais pas, responsabilisés sur le fait de ne pas empiéter sur le travail des confrères et consoeurs thérapeutes et psy. Ce qui est une très bonne chose, bien entendu, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais du coup, des fois, on se bouffe un petit peu la rate à se dire faut surtout pas que je la laisse comme ça partir, etc. Il y a une notion de responsabilité derrière, etc. Moi, je vous dis, laissez-la partir comme ça. Vous ne lui rendez pas service en étant tout le temps là pour réceptionner son émotionnel. Il faut qu'ils apprennent à gérer leur émotionnel sans vous. Vous n'êtes pas des béquilles, vous n'êtes pas des sauveurs. Vous n'êtes pas là pour faire de la réception à chaque seconde de l'émotionnel. Alors on est d'accord, le but c'est pas de dire te mets pas à pleurer, je m'en fous de ce que tu me racontes, merci, bonsoir. Bien sûr que non. Par contre, je peux accuser réception de ce qui se passe. Je pense que c'est important d'en dire quelque chose, de le noter, de dire effectivement, je vois que cette fin de séance, il se passe beaucoup de choses pour vous, qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Peut-être que c'est un peu difficile pour cette première séance de se dire au revoir après tout ce qu'on a évoqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse le réinterroger la séance suivante. Donc vous donnez une continuité, vous donnez un cadre en disant ça sera pas lettre morte, on va en reparler, on va l'interroger, mais là c'est plus le moment. Parce que là, on est en train de toucher au cadre et c'est pas le moment de venir interroger. Par contre, j'accuse bonne réception, j'en prends bonne note, tout est entendable, tout est réceptionnable entre guillemets ici. Selon votre cadre, peut-être que vous proposez la possibilité qu'on vous envoie un mail, peut-être que... Donc ça peut être aussi une proposition, moi ça m'arrive de le dire. Pas tous mes bénéficiaires, je sélectionne ceux à qui je le dis, mais si je le dis, voilà, je peux dire, s'il y a un petit trop-plein dans l'interséance, c'est libre de venir déposer par mail. Peut-être que j'y répondrai pas. Je préviens d'avance, peut-être j'y répondrai pas, j'aurai pas le temps, ou peut-être j'aurai rien à en dire. Quoi qu'il en soit, ça sera réinterrogé dans la séance suivante, mais au moins ils savent qu'ils ont un espace où ils peuvent déposer. Mais après, à l'inverse, être tout le temps là, ça c'est un peu le hic du sauveur. C'est-à-dire qu'en fait, à vouloir tout donner, à être tout le temps là, à vouloir tout faire, à être tout le temps présent, et qui sont les stratégies du sauveur. C'est-à-dire je me rends indispensable, irréprochable et ultra disponible. Vous ne leur rendez pas service. Vous les maintenez dans des positions victimaires, en fait. Vous les rendez dépendants de vous. Et des fois, c'est au contraire utile
de leur apprendre que, en fait, tu es tout à fait capable de le gérer, ton émotionnel, sans moi. On est d'accord, hein, je fais une généralité, hein. Il y a des cas, s'ils vous disent qu'ils sont à deux doigts d'aller se flinguer la tête, pas le moment de les laisser tout seuls, hein. Enfin, déformez pas mes propos, hein. Je parle d'une manière générale. De la même manière, par exemple, pour revenir un peu sur la question des temps de séance, des fois, on pense bien faire en voulant faire des longues séances, en se disant ils auront plein de temps pour me dire plein de choses et pour qu'on voit plein de choses. Des fois, c'est hyper contre-productif. C'est fatigant, les séances. C'est fatigant pour eux, d'un point de vue émotionnel. C'est très fatigant pour vous. Et si en fait, au bout d'une heure et quart, vous êtes KO, à quoi ça sert d'aller faire des séances de 2 heures? Vous ne leur rendez service en rien. Si vous n'avez plus de cerveau, plus de disponibilité, qu'en fait vous les écoutez qu'à moitié parce que vous êtes crevé, que vous n'avez plus de capacité à réguler l'émotionnel et que du coup vous rentrez dans du vécu projectif, faites pas 1 heure et demie de séance, ça, c'est utile à personne. À l'inverse, avoir des séances qui sont plus courtes, des fois c'est bien aussi, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire et qu'on n'a pas le temps de tout voir, donc vous les frustrez. Et quand ils sont frustrés, ils sont obligés de processer leurs pensées sans vous. Moi, je considère que mon travail, c'est de vous faire élaborer vos pensées sans moi. Moi, je suis là quelques séances, mais le but, c'est que vous soyez autonome là-dedans. Donc, je préfère avoir des temps un peu plus courts. Je préfère que des fois, volontairement, je vais toucher un sujet juste 5 minutes, juste pour accuser bonne réception. Ce sujet est important, j'en accuse bonne réception, donc on lui donne la place qu'il mérite d'avoir. On peut l'interroger un petit peu, et des fois, je vais couper volontairement l'interrogation au milieu du sujet. On va frustrer, je vais le dire, hein, là, ce que je te propose, c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec ce sujet, et tu sens la frustration de l'autre côté. C'est normal. Mais je la veux, cette frustration, parce que justement, ça va forcer la pensée à processer sans moi. Ils vont continuer à en parler avec leurs conjoints, leurs conjointes, les amis, ils vont processer de leur côté, ils vont faire du journaling, peu importe leurs outils, mais ça va processer. Et peut-être que la séance d'après, on aura une réflexion qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus pertinente que si on avait passé 1 heure la première fois. Mais des fois, il faut y passer 1 heure, hein. Parce que des fois, juste le vécu émotionnel est tellement intense qu'il justifie à lui tout seul qu'on y passe 1 heure. On va pleurer aussi. Ouais, je sais, je vous fais pleurer. Mais justement, ça c'est important, c'est faut pas être mal à l'aise ou inquiète de provoquer ça chez vos bénéficiaires. C'est pas grave qu'ils pleurent. En fait, si vous passez vos séances à leur expliquer que leurs émotions sont normales, légitimes, bienvenues, mais que vous-même, vous faites tout pour ne jamais déclencher d'émotions négatives, ça n'a aucun sens. Vous créez une ambivalence chez votre bénéficiaire qui va l'angoisser. Donc, eh ben, si le bénéficiaire prend une crise de larmes sur un sujet, eh ben, c'est bienvenu. C'est ce que je t'explique depuis 5 séances, c'est que c'est légitime, c'est OK, voilà. Donc c'est bienvenu. Après, c'est vous, votre capacité à réceptionner cet émotionnel. Donc là, ça relève de votre travail sur vous et de votre capacité à gérer votre vécu projectif. Et c'est jamais agréable hein, de voir quelqu'un pleurer, hein, je pense. Surtout quand on est accompagnant, a priori, quand on est empathique, compassionnel et qu'on a un peu de cœur, a priori, on est... Voilà. Mais, je dis ça avec un petit peu de provocation, moi, des fois, j'aime bien. Hein. Des fois, je les vois pleurer, je me dis, yes, putain, enfin, ça lâche. Donc, des fois, ça peut être bienvenu aussi. Des fois, on est content de les voir pleurer. Pas parce qu'ils pleurent, mais parce que, il y a des résistances qui ont un peu lâché et enfin, il y a de la place pour cet émotionnel-là. Léa, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que j'ai répondu... Ah bah, tu m'as mis un truc dans le chat, pardon. Et il y a la team de ceux qui pleurent à chaque séance. Très bien, bienvenue. Très bien. Ils sont en contact de leurs émotions. Il y a de la place pour que ce vécu émotionnel s'exprime. Pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est les gens fatigués. Notamment, Clara, je crois qu'il n'y a que toi qui accompagne des entrepreneuses exclusivement, mais quand vous avez des profils de entrepreneurs, entrepreneuses, directeurs, directrices d'entreprise, patrons, patronnes, enfin, tous les profils qui généralement sont assez caricaturalement des profils assez rigides, voire obsessionnels, très, avec beaucoup de responsabilités, très très carrés, etc. Alors eux, il faut les avoir fatigués. Hein. Eux, il faut les avoir au lendemain d'une insomnie, parce qu'alors là, ils ont la moitié moins de leur mécanisme de régulation. Ils n'arrivent pas du tout à se cadrer comme d'habitude. Et là, vous avez un accès très intéressant à ce qui se passe. C'est pas confortable pour eux, par contre, hein, parce qu'eux, ils sentent qu'ils sont en train de perdre beaucoup de contrôle et ça les facilite pas beaucoup. Léa, est-ce que j'ai répondu à ton cas? Et deuxièmement, est-ce que tu peux me préciser ta question sur le forfait de séance? Oui, tout à fait. Super pour la question, merci beaucoup, j'ai noté plein de trucs. Et la deuxième question, c'était, du coup, moi, je propose des accompagnements
en 10 séances, par exemple. C'est ce que j'ai évalué comme étant le bon package de séances pour avoir une réponse à une transition pro intéressante et avoir mis en place l'impulsion. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur les 2 dernières années de couper le coaching parce qu'il y avait d'autres choses à traiter. Je les ai réorientés, ils reviennent après. Mais du coup, ça me questionne quand même sur l'engagement qu'ils prennent avec moi. Est-ce qu'ils seraient revenus s'il n'y avait pas eu les 5 séances après un travail psy de 6 mois, etc. Voilà, je suis en train de re-questionner tout ça en ce moment et je sais pas trop, j'ai du mal à trouver les bonnes réponses, quoi. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui n'amène pas une réponse unique. Parce qu'en fait, il y a plein de questions dans ta question. Il y a la question de l'engagement, effectivement. Il y a des questions aussi pour vous, pour celles qui sont à leur compte, en tout cas, de business model, de turnover, etc. Donc, il y a plein de questions mélangées. Il y a la question des réorientations. Bon. J'aurais plusieurs choses à dire. La première, c'est que si tu te rends compte que tu as plus de 80% de tes accompagnements qui se passent comme ça, où tu te retrouves à réorienter en cours de route, alors là, ça m'évoquerait deux choses. Soit peut-être on a un problème au niveau de l'appel découvert, session découverte, je sais pas comment ça se positionne dans ton business, mais peut-être que là, on a un souci du fait que si on a plus de 80% des gens à réorienter, c'est que peut-être... voilà. Ou alors, c'est que la cible, par définition, est une cible pluridisciplinaire, parce qu'elle vient chez toi pour de la transition pro, mais s'il y a de la transition pro, c'est parce que il y a du trauma, il y a des antécédents de burn-out, il y a de l'anxiété, il y a de la dépression, il y a une crise de valeur, il y a, bon, j'en sais rien, tu connais mieux ta cible que moi. En quel cas, peut-être qu'en fait, là, ça relève plutôt de repenser au niveau de l'accompagnement. Est-ce que peut-être ça vaut le coup de travailler en collaboration avec des confrères et des consorts psychologues directement, puisque de toute façon, je vais finir par les réorienter. Est-ce que peut-être ça vaut le coup de recruter un ou une psychologue? Bon, là, après, c'est des questions un peu plus business. Mais ça, c'est une première piste que ça évoque. Ensuite, peut-être qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de dire on fait 2 fois 5. Si grosso modo, tu te retrouves toujours à orienter à 5, ça pourrait t'enlever la problématique de ils re-signeront pour 5 s'ils veulent signer pour 5. Qu'est-ce que ça m'a évoqué d'autre comme piste? C'est déjà pas mal. Moi, je suis pas contre pour faire une réponse globale, les forfaits de séance. Moi-même, je fonctionne comme ça. Alors moi, j'ai des packs plus courts. Généralement, je suis entre 5 et 7 séances. Je fais pas d'accompagnement très long. Il est vrai que ça m'arrive rarement d'avoir la thématique de la réorientation complète. Quand je fais des réorientations partielles, c'est toujours 99% du temps vers des confrères et consoeurs avec lesquels je travaille habituellement. Donc, c'est vrai que ça change pas grand-chose à mon accompagnement parce que je vais renvoyer vers des confrères ou consoeurs où on se complète. Donc, de toute façon, généralement, on se marche pas trop dessus. Et même les points qu'on a en commun, c'est pas plus mal pour le bénéficiaire. Ça fait des redites et quoi qu'il en soit, on les dit différemment, même si on est formé par les mêmes enseignants ou les mêmes champs théoriques parce que on se les est appropriés différemment. Donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Moi, effectivement, je préfère taper un peu plus bas, quitte à devoir rajouter des séances, plutôt que de taper un peu trop haut et qui se retrouve bloqué. Mais ça, après, c'est ma façon de faire. Mais de rien. Quelle heure il est? Bon, ben voilà, tranquillement, mais sûrement, je vais prendre les dernières questions. Je comprends le fait de ne pas se surresponsabiliser pour éviter de mettre le bénéficiaire en victime. Mais face à des dangers publics sur les réseaux sociaux qui disent par exemple, voient le côté positif à tes traumas, comment trouver l'équilibre entre pas trop en faire pour les bénéfices de l'accompagnement et faire sa part en tant que pro de l'accompagnement avec le but de faire plus de bien que de mal en mettant en évidence que tout nous... Ok. Pour moi, ça... Ouais, ça marche, Clara. Ciao, ciao, à demain. Pour moi, ça relève de deux choses différentes. C'est-à-dire que la première question, entre guillemets, qui était le cas qu'amenait Léa, qui consiste en fait à être un peu tranquille sur le fait que en fait, je ne suis pas un sauveur. Donc j'entends que là, il y a beaucoup de choses à dire et qu'il se passe des choses difficiles pour toi. J'en prends bonne note. Au demeurant, ça reste quand même la fin de la séance. Et donc à ce titre, je réceptionne, j'en accuse bonne réception. Je l'accuse pas qu'avec ma tête, je l'accuse dans le vécu émotionnel, mais on l'interrogera la prochaine fois. Si évidemment on n'est pas dans un cas
trop grave, où il y a où il y a un danger en fait pour la personne ou pour les personnes qui l'entourent. Ce qui m'apparaît être un autre sujet que la personne, j'en ai souvent, hein, qui viendrait en séance et qui s'est faite, ça m'arrive très souvent, culpabiliser par un confrère ou une consoeur, par les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai eu le cas par des formateurs. Alors, tu te dis, putain, bon sang, vous formez des pros de l'accompagnement, qui leur débitent tout un tas de bêtises du type, faut voir le côté positif quand on a vécu un trauma. Bon. Là, en revanche, sur ce genre de cas, je pense à une en particulier qui m'a exposé ça dès la première séance. Les 2 premières séances, je n'ai pas touché à mon programme. Parce que les 2 premières séances n'ont servi que, et c'était le plus important à faire, à remettre au centre 2 minutes que, en fait, quand on a vécu des violences, puisque c'était son cas, mais bon, des événements traumatiques, il est hors de question de se laisser entendre. En tout cas, elle se le laisse entendre. C'est pas sur elle que je vais faire reporter la responsabilité de se laisser entendre. Je fais bien entendu porter la responsabilité à ceux qui débitent ce genre de discours, qu'il est hors de question à aucun moment cette phrase n'est légitime. À aucun moment, quelqu'un qui vient dire qu'il faut voir le côté positif à un trauma, je m'insurge moi-même de m'entendre prononcer cette phrase-là, à aucun moment cette phrase n'est utile, légitime, pertinente ou je ne sais quoi. Je me suis déjà énervée sur Instagram la semaine dernière, j'en ferai un post dimanche, j'en ai parlé déjà avec Cynthia en off. David Laroche qui me fait un Reels en expliquant, en prenant un extrait d'un film avec Georges Clooney, qui licencie un mec qui a passé 25 ans dans la boîte, en m'expliquant qu'en fait ce mec n'a que 2 options, soit il voit son licenciement comme une catastrophe et il sera malheureux toute sa vie, soit il voit ça comme une opportunité et puis tant mieux. Qui dit ça? Qui dit ça? Moi j'étais vraiment révoltée parce que en fait, c'est ce que j'expliquais en story la dernière fois, je suis désolée pour ceux qui ont entendu et que je radote, mais c'est se servir de principe de la psychologie individuelle, à savoir le switch de focus attentionnel, pour invisibiliser des violences systémiques hyper graves. À quel moment, cette personne qui vient de se faire licencier après 25 ans, tu n'as aucune idée du contexte, peut-être qu'ils vont tous se retrouver à la rue avec sa famille parce qu'il n'y a plus de boulot, et on ose venir lui dire de voir ça comme une opportunité. Mais c'est une folie, en fait. Ce n'est pas parce que pour une personne de temps en temps, effectivement, ce licenciement aura été l'opportunité de sa vie parce que ça aura été la prise de conscience du siècle, que ça justifie qu'on explique ça aux 99 personnes qui vont finir en dépression ou en burn-out à cause de ça, en fait. Mais avec le trauma, c'est pareil. Oui, bien entendu, j'ai déjà entendu d'ailleurs David Laroche dire ça. T'as vécu un trauma sexuel, bah, tu peux en faire quelque chose et monter une association, machin. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Après des années, et des fois des dizaines d'années de thérapie, d'accompagnement, et puis t'es pas obligé d'en faire quelque chose en fait. Parce que c'est pas ta responsabilité ce trauma. C'est la responsabilité de l'auteur en fait. Donc ça va 2 minutes de me faire porter la responsabilité aux victimes, mais c'est pas à elle de le porter. Bien entendu, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je vais encore me prendre une balle sur LinkedIn quand je dis des trucs comme ça. Bien entendu que les principes de switch de focus attentionnel sont tout à fait utiles, sont tout à fait pertinents dans certains contextes pour certains bénéficiaires dont on peut juger en séance. Et bien entendu que quand vous avez des positions victimaires qui sont en train de tourner en boucle sur quelque chose de négatif, il y a un moment où il faut aussi les ramener sur les ressources, pas sur les opportunités, sur les ressources. Le switch de focus attentionnel n'a jamais dit, en psychologie individuelle, n'a jamais dit qu'il s'agissait de focus sur les opportunités. On a dit qu'il était question de focus sur les ressources. C'est-à-dire, quelles sont tes ressources pour t'aider à traverser cette période? Pas quelles sont les opportunités et les bons côtés d'avoir été victime de X ou Y. Et là, effectivement, par contre, là-dessus, Cynthia, je te rejoins. S'il faut passer 3 séances à ne dire que ça en séance, je passerai 3 séances à ne dire que ça en séance. Parce qu'en fait, pour moi, ça ne sert à rien qu'on aille suivre notre programme et aller faire de l'acceptation émotionnelle, de l'EFT, ce que vous voulez, s'il y a une telle violence systémique de base que la bénéficiaire ou le bénéficiaire a considéré comme vrai. Là, vous pourrez faire tout le travail du monde, ça ne sert à rien. Vous pouvez lui faire tout le travail d'acceptation émotionnelle, des outils, de trucs, machin. Si elle vient en séance en partant du principe que c'est sa faute d'aller mal parce qu'elle a été violée, mais à quel niveau de... Je suis désolée, je m'énerve avec ça, mais à quel niveau de folie il faut être pour dire des bêtises pareilles? Donc, ciao pour celles qui doivent y aller. Donc, effectivement, là, pour le coup, s'il faut passer 3 séances dessus, je passerai 3 séances dessus. Hein. Oui, comme tu dis, Carole, il y a de la paresse intellectuelle. Enfin, mon avis, c'est qu'il y a de la paresse intellectuelle. Il y a souvent profondément des manques de théorie.
et de solidité d'expérience et de théorie. Il y a des fois des effets marketing, hein, j'en conviens bien, qui demandent, surtout dans une mode où il faut faire des contenus qui durent 1 minute, bah forcément tu es obligé de faire des raccourcis pour que ça rentre en 1 minute. Ciao, ciao Karine. Et puis, je pense qu'il y a des logiques politiques derrière qui sont souvent un peu inconscientes, mais parce que c'est tout un tas de systèmes qui perpétuent de la violence. Voilà. Est-ce que ce sont des enfants malades de l'univers de la thérapie ou est-ce que ce sont des enfants sains du patriarcat ou du néolibéralisme, en fait? Voilà. Entre autres. Ok, j'ai rien loupé dans le chat. Est-ce qu'il reste des questions, des zones de flou, des sujets à éclaircir? Non? Axel, Lily, je sais pas si vous êtes... si Axel, elle est là. C'est tout bon, Axel, est-ce que tu as... Ouais, c'est bon. Bon, moi, c'était surtout pour les posts LinkedIn, tout ça, pour encore plus m'imprégner de ce que tu fais, puis pour m'occuper pendant ma pause déj. Fais des cuts et Ouais, j'ai ne, pris des notes. ne me mets pas sur LinkedIn certains passages, on va encore Oui, se faire fusiller. ouais, j'y ai pensé. Ah, c'est pas grave, on se fera fusiller, c'est pas grave. C'était super enrichissant comme toujours. Eh ben écoutez, avec grand plaisir, je suis très contente si ça vous a plu, parlé, etc. Quelques infos. J'ai envoyé le mail à la liste d'attente du programme accompagnant ce matin pour annoncer le bonus auquel vous avez accès si vous rejoignez la formation. Les épisodes GDA reprennent du coup la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi prochain, tous les matins à 7h30. Vous avez, ou à 7h, je sais pas, un podcast sur ces questions d'accompagnant. Et dans chaque description, vous aurez les 15 épisodes précédents si vous voulez rattraper les 15 épisodes précédents. Je vous remets le lien vers la formation si vous voulez aller voir. Les appels découvertes sont dessus si vous voulez les réserver. Je vous envoie le lien, le replay cet après-midi, ce soir, quand ça a téléchargé. Et je crois que j'ai rien oublié de dire. Axel, on n'a rien oublié de dire? On n'a rien oublié. Eh ben, écoute, tu auras, Carole, de quoi faire sur l'accompagnement la semaine prochaine. C'est une mine d'informations, j'adore. Je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère, voilà, je vais continuer un petit peu à profiter des masterclass et voilà, j'aimerais bien après, si c'est, je sais pas trop si ce sera pour moi ce genre de formation, mais il faut que je le budgète un peu. Donc, et puis je pense qu'il faut que j'ai un peu de matière surtout, parce que tout l'intérêt c'est de pouvoir faire une formation en sachant déjà un petit peu, bah, justement comme là, des cas ou enfin avoir un peu ouais, de matière pour pouvoir travailler dessus, quoi. C'est plus intéressant, il me semble. Donc, Il y a des élèves, tu peux regarder sur la page si tu veux. Il y a quelques élèves qui sont venus avant de commencer leur pratique. d'accord, Ils sont venus se former avant. Fleur en faisait partie, Emmanuel en faisait partie, Sharon aussi en faisait partie quand elle est venue à ce moment-là. Donc il y en a qui viennent entre guillemets dès le début pour justement d'accord. attaquer leur pratique, voilà. Et puis ça peut être l'occasion de démarrer, tu vois, des accompagnements ou des accompagnements cobayes pendant la formation, puisque tu sais que tu as l'espace sur Zoom pour amener les cas. Ouais. OK. Ça peut Après, être- bon, c'est un peu particulier, donc je sais pas si, j'aurai des cas aussi, complexes. Voilà. Alors là, il y a eu du cas un peu complexe. Écoute, le mieux, c'est que réserve un appel pour cette Ouais, session pour la prochaine, si tu veux, comme bien ça sûr, je comprends. on en parlera, parce que notamment dans cette session, j'ai pas mal de professionnels de l'énergétique qui tournent autour de ces questions-là. Donc, à la limite, ça peut résonner avec ce que tu fais. OK. Bah, écoute, on en parlera, en off. Ouais, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous d'avoir été là. J'ai répondu à toutes les questions? Parfait. Merci Lily. Oui, bah prochaine masterclass, je vous la remets de toute façon dans le lien du replay pour octobre sur la question du cadre d'accompagnement. Merci d'avoir été là, passez une bonne après-midi et bonne réflexion et bon cheminement pour toutes les réflexions que ça aura engendré. À bientôt, ciao ciao.